Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde à l'émission Samedi de lire et aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de recevoir l'auteure Pauline Guil. Bonjour Pauline, comment ça va? Bonjour Amélie, ça va très très bien. Très très contente de t'avoir avec moi en studio et j'ai envie de te présenter un peu à mes auditeurs. Alors, t'es une cadette de 11 enfants. T'es née dans la région de Lillet. T'as enseigné à tous les niveaux, aux enfants, aux adultes et même les gens du 3e âge. Et t'as amorcé une carrière d'écrivaine lorsque tes enfants sont devenus relativement autonomes. Ça a commencé dans les années 90 où t'as commencé à faire de la recherche et de l'écriture. C'est ça. Ah, ma foi, c'est un beau parcours que tu viens de tracer. Et t'as écrit, je pense, le dernier, dans le regard de Luce, qui est le 23e roman, je crois. Oui, incluant les romans jeunesse. Et une petite précision cute, là, ça fait 25 ans cette année que je publie. Wow! C'est un beau chiffre, hein? Oui, c'est un beau chiffre, oui. Et puis, de voir que le public m'a été tellement fidèle, le lectorat, que je suis encore là et que j'ai encore du pain sur la planche. Ça, c'est un beau cadeau. Et la passion est toujours là? Absolument, oui. Surtout, comme tu le sais, la passion pour sortir de l'ombre, les femmes qui méritent qu'on parle d'elles. Ben oui, parce que t'as sorti de l'ombre Irma. Oui, et Dr. bien Irma, avant elle. Gabi Bernier. Oui. Il y a aussi la cordonnière, je me rappelle plus de son nom. Tout à fait, mais Victoire Dussault. Et puis, entre les deux, une qui a encore tendance à être oubliée, c'est Marie-Antoinette, la dame de la Rivière-Rouge, celle qui a gagné la médaille d'or de l'Académie française pour son 2e ouvrage et qui, finalement, a été la première femme à avoir une chronique féminine dans un journal. C'était le Bulletin des agriculteurs. Elle avait une page d'intérêt général pour les femmes et une colonne pour les courriers du cœur. Et elle signait Grande Sœur. J'aime bien en parler. Ben oui, c'est un magnifique roman. Et comment tu choisis tes personnages de femmes pour tes ouvrages historiques? C'est elles qui me choisissent. Ah oui? Faut dire qu'au départ, j'ai fait une recherche sur la situation de la femme chez nous depuis la Nouvelle-France pour me rendre compte que finalement, les hommes avaient eu pas mal leur place, nos bâtisseurs, si tu veux, ont eu leur place dans notre littérature, dans nos livres d'histoire. Mais les femmes, non. Et pourtant, j'en découvrais qui avaient fait des choses extraordinaires. Donc, là, j'ai décidé de consacrer le reste de mes années d'écriture à ces femmes-là. Et avant même que j'ai décidé par laquelle je commencerais, est arrivé un concours de circonstances qui a fait que, oui, il fallait que j'écrive sur Victoire Dussault, la première femme, je pourrais dire styliste en modèle de chaussures. C'est elle qui a imposé le soulier différent pour la fille que celui du garçon. Et c'était à l'occasion de la première communion des petites filles. Elle avait créé un modèle de bottine plus basse et nouée avec des rubans de satin. Wow! Et ça, imaginez, c'était en 1860, là. Alors, autour, les familles n'étaient pas très heureuses, hein, parce que ça faisait gaspiller de l'argent. Les petites filles voulaient toutes avoir des chaussures féminines. Alors, cette histoire-là nous a amenés à parler au grand public du Château Dufresne parce qu'elle était la mère d'Oscar et Marius Dufresne, qui ont beaucoup développé l'Est de Montréal avec leurs grandes industries de chaussures. Donc, ils ont suivi les traces de leur mère. Ils sont devenus parmi les premiers millionnaires et qui ont construit le château, le marché public, le bain public. On a encore tous ces artefacts en face du jardin botanique. Et tu es une grande passionnée d'histoire, je crois, Pauline, hein? Parce que tu fais beaucoup de recherches avant de se lancer dans une saga historique, là. C'est que j'aime autant la recherche que l'écriture. Parfois, je suis obligée de sacrifier, c'est-à-dire d'engager du personnel pour m'aider dans mes recherches parce que ça serait trop long pour que j'arrive vraiment au bon moment pour publier le livre. Mais autant que possible, je me garde ce plaisir de faire la recherche. Puis, on trouve parfois des choses tellement extraordinaires. Tout de suite, j'ouvre une parenthèse par rapport au regard de Luce, ma dernière publication. Imaginez que j'ai trouvé dans les archives des Sulpiciens la correspondance de Luce à son confident Nelson. Et pire encore, ou mieux encore, dépendant comment on voit ça, je découvre que son mari, Pierre Stanislas Bédard, se confiait aussi au même monsieur Nelson
Et je peux encore, parce que j'ai un autre tome à produire, comparer les confidences de l'un et de l'autre. C'est vraiment du bonbon, ça. Parce que ce sont réellement des personnages qui ont existé, là. Toujours. Toujours, toujours. Mes personnages sont réels, les lieux, les dates sont véridiques, ils sont archivés. Où il y a de la fiction, c'est nécessaire dans les dialogues, évidemment. Parfois, bien, je vais avoir recours aussi à ce qu'on appelle le vraisemblable, qui est le troisième pilier du roman historique. C'est quand on n'a pas d'archives et il faut écrire quelque chose pour nouer, par exemple, 4 ans de vide. Bien là, il faut recourir à la logique ou à l'invraisemblable, c'est la même chose. Et des fois, la réalité se rapproche de l'invraisemblable. Et c'est arrivé plus d'une fois Oui, hein? que des témoignages après la publication d'un de mes livres viennent me dire « Où vous avez trouvé ça? » C'était un grand secret de famille qui devait jamais être révélé. C'est merveilleux. Alors ça vient dire que l'artiste, l'écrivain, il faut qu'il fasse confiance à l'inspiration. Oui, c'est ça. Puis c'est le fun aussi pour une auteure de savoir ça, qu'on a vu les bonnes choses. Mais c'est tellement rassurant parce qu'on doute tout le temps hein, dans l'écriture. Regarde, là, je suis rendue au 23e et je doute encore. Et je te dirais que je doute plus que jamais. Ah oui, pourquoi? Pour 2 raisons, je crois. C'est la conscience aussi du défi qui est à relever parce que le marché du livre est en déclin, ça tout le monde le sait. Et deuxièmement, c'est parce que je traitais un filet que j'avais jamais exploité avant, c'est la trame policière. Et elle s'est imposée, elle aussi. Aussitôt que j'ai ouvert les archives pour écrire cette histoire, je découvre que le jour de son anniversaire, Luce découvre son frère tué dans l'écurie. Par une balle dans la tête. Oui. Et ça, il y a des gens qui disent « Ah, tu as voulu faire neuf, tu t'es inventé une histoire policière. » Eh bien non, elle était là. Le meurtre est réel. Et là, il faut tricoter la trame jusqu'à la fin du 2e tome. C'est là qu'est le grand défi aussi. Il y aura 2 tomes? Oui. Habituellement, il y en a plusieurs. Souvent, ça tourne autour de 3. Souvent, ça tourne autour de 3, à moins que les fils de Luce soient très, très bavards, parce que vous savez que Luce, c'est la mère du premier maire de Québec. Puis, quand je joue aux devinettes, personne ne peut me dire qui était le premier maire de Québec. Je ne sais pas. Et j'aimerais ça pouvoir questionner M. Lebaume pour voir si lui le sait. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre qu'il le sait. Mais en tout cas, quand je vais publier le 2e tome, je vais aller le voir. Puis je vais lui demander une dédicace. Ça serait bien, hein? Ben oui, ça serait bien. Ou peut-être le faire lire, ou peut-être faire la préface, peut-être du 2e. Oh, ça serait encore mieux. Ah oui, c'est des bonnes idées. Et pourquoi, justement, avoir voulu s'intéresser à l'histoire de Luce? Parce que personne ne la connaissait, là. Oui, bien, c'est toujours une des premières raisons. J'écris sur des femmes qui sont restées inconnues. Mais celle-là, ce qu'elle a de spécial, c'est que, imagine, on est en 1796. On est dans un milieu social tourmenté parce que la population de ce qui est le Bas-Canada, qui va devenir le Québec, vient d'être abandonnée par la France, conquise par la couronne britannique et séduite par les États-Unis, nos voisins du Sud. Alors, tout le monde se demande qu'est-ce qui serait mieux. Et Pierre Stanislas Bédard, c'est un homme qui a fait une marque incroyable dans l'évolution de notre société et surtout pour la défense de nos droits, notre langue, nos habitudes, notre religion. Cet homme-là, il s'est tellement battu, c'était le mari de Luce, très revendicateur, qui a fondé un parti, le premier parti à l'Assemblée législative, qui était le Canadien, qui a fondé aussi un journal du même nom et qui, pour avoir osé exprimer une opinion qui ne faisait pas l'affaire de la couronne britannique, a été emprisonné pendant 1 an. Oui, mais c'est lui qui a tenu tête parce qu'il voulait le libérer, mais il allait être accusé, puis il voulait avoir un procès équitable. Il se trouvait digne d'un procès, et ses autres compagnons de prison sont sortis sans exiger ça. Mais lui, il avait aussi une passion qui faisait qu'il ne trouvait pas ça trop long être en prison. C'était un fanatique de mathématiques et de philosophie. Alors, quand on regarde tout ça, un député, un avocat, journaliste,
passionné de mathématiques et de philosophie, qu'est-ce qui restait de temps pour la famille? C'est ça, ça a été dur pour Luce. Très, très dur. Et c'est pour ça que dans le regard de Luce, on va voir quelle était la vie politique dans ce temps-là. C'est sûr qu'il n'y avait que des hommes. Et jusqu'à quel point ces hommes-là devaient tout sacrifier pour garder leur poste en politique, et surtout que pour Pierre Stanislas Bédard, c'est que ses opinions étaient tellement tranchantes là, qu'à un moment donné, le gouverneur a voulu le bâillonner et l'a nommé juge. C'est en même temps très, très ancien, mais c'est en même temps très moderne. Autour de nous, regarde dans le monde, là, combien de gens sont emprisonnés pour avoir exprimé leur opinion. Oui, c'est ça. Puis en plus, il va être limité aussi dans ce qu'il va pouvoir juger. Là. Ça va être des Absolument. petites causes qui valent On absolument va lui rien. donner des petites causes poubelles, là, parce qu'on veut l'occuper là, mais dans le fond, c'est pas là qu'on le voudrait, c'est juste qu'on veut qu'il se taise. C'est aussi simple que ça. Ben oui. Et elle, Luce, le voit, ça. Puis essaie de lui faire prendre conscience que accepte pas d'être juge, Pierre. C'est qu'on veut te bâillonner. Mais lui, non, il a vraiment l'ambition de s'élever dans la société, puis il pense qu'on veut vraiment l'honorer pour tous les débats, les combats qu'il a menés pour la population du Bas-Canada. Si tu me permets, Pauline, on s'arrête et au retour, on continue de parler dans le regard de Luce. Merci.